Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir M. Jean-Michel Fauvergue. Après un pupitre de Benjamin, l'interview sera faite par Steven et par Alexandre. Merci encore à Mazar qui nous permet d'organiser toutes ces conférences. Je vous souhaite à tous une bonne conférence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur Fauvergue, bienvenue à EM Lyon Business School. Tout d'abord, je souhaiterais vous témoigner l'immense honneur que je ressens aujourd'hui à vous présenter devant mes camarades. Parmi tous les hommes connus et reconnus que nous avons reçus en cette belle école, vous êtes sûrement celui qui inspire et inspirera le plus grand respect à l'audience ici présente. Et, comme je sais que autrement vous me le reprocheriez, c'est à travers vous, tous les policiers et les gendarmes, donnant leur vie pour sauver celle des autres, que je salue. Maintenant que le ton est donné, je vous préviens d'avance, cher public, que la présentation que je m'apprête à faire est totalement positive, sûrement très subjective, et j'espère que vous m'excuserez de faire une exception à la règle qui veut que l'on taquine un peu nos chers invités. Alors comment vient-on à devenir patron du RAID? Très simple, je vous ai préparé un petit mode d'emploi. Commencez par obtenir un diplôme des officiers de paix à Nice et ajoutez-y un peu de prestige avec un diplôme de l'École nationale supérieure de la police de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Pour vous situer le niveau, c'est comme HEC, mais en un peu plus physique. Félicitations, vous venez de compléter le premier niveau, vous voilà commissaire. N'oubliez pas la dimension internationale et partez. Au hasard, Nouméa, le soleil, les filles, un cocktail en bord de plage. Non, plutôt chef du GIPN. Ah oui, ce n'est ni le Club Med, ni un échange Erasmus, je vous préviens tout de suite. Et puis, on sait que si l'on prend le goût du large, on ne revient pas. Alors profitez-en pour voyager et affiner vos expériences en Guyane, au Mali, au Gabon, et là, et seulement là, vous rentrez. Et vous trouvez un super job, bien payé en plus, fonctionnaire, 9h-16h, bref, une planque, comme la direction centrale de la police aux frontières par exemple. Là, vous attendez un peu, une dizaine d'années, et quand le poste se libère, si vous avez bien networké, vous avez le job. Voilà. Facile, non? Vous, Jean-Michel Fauvergue, vous avez été patron du RAID de 2013 à 2017. Plutôt discret, homme d'action, vous faites partie de ces hommes qui nous paraissent extraordinaires, mais toujours, vous vous réclamerez de l'ordinaire, mettant en avant vos hommes. Le RAID, c'est bien sûr cette unité d'élite de la police nationale, réputée invincible. RAID pour recherche, assistance, intervention et dissuasion. Monsieur Fauvergue, on aurait quand même préféré ne jamais vous connaître. Vous auriez, vous, de votre côté, sûrement préféré rester dans l'ombre. Mais le 9 janvier 2015, la France entière vous retrouve. Vous dirigez, ce jour-là, l'assaut contre Amédi Koulibaly lors de la prise d'otage du magasin Hyper Cacher. C'est aussi vous qui, emmenant de votre propre initiative votre équipe sur place, mènerez l'assaut au Bataclan. Entre 2013 et 2017, vous serez confronté à une des plus grandes menaces n'ayant jamais pesé sur le territoire français. Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher, le Bataclan, les terrasses de café parisiens, le Stade de France, Saint-Étienne-du-Rouvray, la promenade des Anglais. Les dates et les lieux resteront toujours dans les mémoires, dans les livres d'histoire. La violence, elle, est toujours présente, comme nous avons pu le constater, tristement, la semaine dernière à Trèbes. Arnaud Beltrame, un officier de la gendarmerie, désormais héros de la nation, a tristement perdu la vie aux côtés de 3 autres victimes. De votre côté, vous êtes désormais un jeune retraité de la police. Vous avez troqué le képi contre de multiples casquettes. Comme beaucoup, vous vous êtes engagé auprès d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2017. Vous serez notamment son consultant en sécurité. Alors, une réflexion me vient forcément à l'esprit, monsieur Fauvergue. Vous avez dirigé les opérations les plus périlleuses, jamais perdu un seul homme, mis hors d'état de nuire de dangereux terroristes. Entre nous, le jet d'œuf sur monsieur Macron au Salon de l'Agriculture 2017, vous avez laissé faire. Maintenant député en marge de la 8e circonscription de Seine-et-Marne, élu à 67% au second tour, pas encore aussi bien que M. Poutine, vous siégez désormais à l'Assemblée nationale, aux côtés de vos camarades parlementaires.
Les mauvaises langues diront que du raid à la politique, vous aimez rester bien près des délinquants. Bref, trêve de logorée, il est temps pour moi de vous laisser la parole. Pour finir ce pupitre de présentation déjà trop long, c'est en tant qu'amateur de café trop cher en terrasse, de samedi soir au théâtre devant des pièces pas toujours égales, de rendez-vous amoureux, parfois ratés je l'avoue au cinéma, de danses endiablées parfois douteuses, sur de la musique parfois douteuse également, de week-end rugby au stade se finissant parfois sur un triste score, que je souhaite vous dire un mot, ou plutôt trois. Merci pour tout. Bonne conférence. Monsieur Fauvergue, bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Votre parcours est long, on l'a entendu, vous avez fait beaucoup de choses, aujourd'hui vous arrivez à un nouvel aspect de votre vie, mais on aimerait quand même revenir un petit peu sur le début, sur le milieu, sur comment est-ce que vous avez managé ces équipes. C'est d'ailleurs le sujet de votre livre que je recommande à tous. On va faire un petit peu de pub. Et déjà pour commencer, on va parler un petit peu du terrorisme, du raid, puis on va partir sur le management, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse à l'EM Lyon, sur comment vous avez managé et sur aujourd'hui, comment est-ce que vous allez intégrer cette expérience dans votre rôle de député. Donc, votre arrivée au raid, avec tout ce que ça implique, comment est-ce que vous l'avez vécu? À quoi est-ce que vous vous attendiez? J'imagine pas à ce qui s'est passé. Comment est-ce que vous y avez été confronté avec ce changement de radicalisme? Beaucoup de personnes à l'intérieur, et avec les gens en noir derrière moi, immédiatement la pièce se vide. Et là, j'ai plutôt tendance à... Merci pour ça. Alors, c'est une vaste question. On va pouvoir... Je vais essayer de le faire vite. Déjà, je ne me rappelle plus de la question, donc voilà. En fait, c'est l'histoire de ma vie que... Oui, et surtout au RAID, comment est-ce que vous avez appréhendé cette nouvelle position? Vous avez été nommé. Alors moi je suis arrivé au RAID en 2013 et je suis arrivé au RAID après une carrière transversale dans la police et une carrière riche d'expériences, de diverses expériences professionnelles dans divers domaines, la police judiciaire, la sécurité publique, la police aux frontières, la collaboration, enfin la coopération plutôt internationale avec les forces de police au Mali, au Gabon, etc. etc. Le fait d'être chef de la police en Guyane, qui était un beau terrain de jeu et quelque chose de sympathique. Donc je suis arrivé avec une certaine expérience et je travaillais sous beaucoup de latitude aussi. Et je suis arrivé au RAID avec le grade que je devais avoir en prenant le RAID, je l'avais déjà, et voilà, ce qui m'a donné une certaine liberté, une certaine expérience et une certaine liberté des choses. Et je suis arrivé à une époque où déjà la menace était importante. Je vous rappelle que c'est 2013, c'est 14 mois après l'affaire Mohamed Merah, qui est l'an zéro de ce nouveau radicalisme. Et on sentait que la menace était prégnante. On savait que la question qu'on se posait, c'était pas si ça allait nous arriver, mais quand ça allait nous arriver. Et donc, assez rapidement, en faisant le tour du RAID, je me suis dit qu'il fallait qu'on se prépare à que la menace avait changé et qu'il fallait qu'on se prépare à cette menace-là. Alors pourquoi il a changé la menace? À quoi sert le RAID? Pourquoi il a été fait le RAID? Le RAID a été créé il y a plus de 30 ans de ça pour faire plusieurs types de missions, des missions annexes comme la protection assurer, renforcer la protection du président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, des événements importants, des escorts de détenus particulièrement dangereux, etc., etc. Mais trois missions importantes quand même. La première mission importante pour laquelle le RAID a été créé,
c'est intervenir sur des forcenés, des preneurs d'otages. Il faut que vous sachiez qu'en France, comme dans tous les pays en général développés, il y a 1% de la population qui est schizo. 1%, ça fait 600 000 personnes. 1% de la population qui peut basculer sur une folie active. Donc 1%. On est quand même en une centaine, non? Voilà. Donc il y a des schizos. Peut-être moi d'ailleurs. À partir du moment où un individu bascule dans la folie et prend en otage, en général, son milieu familial, ses enfants, etc., il faut intervenir. Et l'intervention, elle se fait par des instruments et des process d'intervention qui ont été décidés auparavant. Et il y a à peu près entre 60 et 80 cas en secteur police, traités par le RAID, par an, d'individus qui ont ce genre de problème psychologique. C'est beaucoup, hein, un forcené preneur d'otages. Sur ces 60 à 80 cas, 80 à 90% des cas sont réglés par la négociation, une équipe de négociateurs. Voilà, donc on négocie, on règle ce problème. Et le reste est réglé par l'usage de la force, mais avec des moyens non létaux. C'est-à-dire que le but, c'est à la fois de sauver les otages, quand il y a des otages, et le but et l'honneur de la police, c'est de récupérer la personne vivante pour deux raisons. D'abord parce que c'est notre job, de remettre à la justice les personnes qu'on a arrêtées. Et c'est aussi notre honneur d'interpeller vivant la personne qui est en face de nous, qui est en grande souffrance aussi, même si elle a commis des délits, elle est en grande souffrance. C'est pas du tout le cas des radicalisés. Pas du tout. Les individus radicalisés qu'on a connus depuis l'affaire Mohamed Merah ont un profil différent. Et ça, quand je suis arrivé au RAID, on l'a analysé, mon prédécesseur avait commencé à l'analyser, on l'a analysé au vu de l'affaire Merah et au vu de ce qui s'est passé au niveau international. Alors, quelles sont leurs manières d'agir? Je vais être un peu long sur le truc, mais après ça va être plus rapide. Quelles sont leurs manières d'agir à ces individus radicalisés? Ils agissent en 3 temps, et c'est ce qui s'est passé, Michael. 1. Ils tuent les cibles, ils tapent des cibles qui sont émotionnellement pour la population et pour les médias qui sont émotionnellement porteurs de grandes images. Mohamed Merah a tué des militaires, il est allé à l'école aux Oratora juive, il a tué un papa juif et les deux enfants, dont une petite fille qui l'a blessé, qui rampait au sol, qu'il allait achever en se filmant, sachez-le. Et ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, et les gens de Charlie Hebdo, les frères Kouachi ont fait ça, Koulibaly a fait ça, et le Barbaro débile de la semaine dernière a fait ça aussi. Donc il faut le savoir. Le deuxième temps, c'est qu'il se retranche. Il n'essaye pas de partir, de s'évader. Et le troisième temps, qu'on ne connaissait pas, c'est que quand le RAID est là, ou le GIGN en l'occurrence le week-end dernier, le gars, non seulement le preneur d'otage, non seulement il n'a pas peur de la mort, mais il recherche la mort. Son but final, c'est de mourir en shahid, en combattant. Et en combattant des gens valeureux, c'est-à-dire les flics, les gendarmes, et s'il a en face de lui le RAID ou le GIGN, c'est encore mieux, en combattant des gens valeureux. Parce que plus il combat des mécréants valeureux, plus il va monter au paradis d'Allah rapidement. C'est son truc, c'est mourir en combattant, c'est le final. Donc il faut le savoir. Donc nous on l'a su, on a fait l'analyse de la situation, on a fait l'analyse de la menace avec les équipes autour de moi, et on a changé nos process d'intervention. C'est-à-dire que vous apercevez bien qu'à partir du moment où on est sur cette situation-là, la négociation en vue de la reddition de l'individu, elle ne sert à rien, puisqu'il ne se rendra jamais. Je vous signale que jamais, nulle part au monde, jamais, ils ne se sont rendus. Jamais. Nulle part au monde. Donc, la négociation ne sert plus à rien. On la transforme en contact, on garde le contact quand même, parce qu'on a, comme c'est des individus en plus qui se racontent, ou qui se la racontent comme vous voulez, ils arrivent à nous donner du renseignement intervention, combien ils sont,
combien il y a d'otages, qu'est-ce qu'ils ont comme armement, est-ce qu'ils ont des explosifs, etc., etc. Et donc on a besoin de ce contact-là. Ça c'est la première chose sur le process d'intervention. Deuxième chose sur le process d'intervention, on fait ce qu'on appelle une non-réversibilité. Sur une situation normale, sur une situation avec un individu qui a des problèmes psychologiques, on intervient en 2 temps, on essaie de le prendre, les négociateurs essayent de le prendre à la voix, si ça ne marche pas, le chef du raid ordonne de casser la porte, on avance, on se planque derrière des boucliers anti-balles, et là on essaie de le reprendre à la voix, et en général ça marche, c'est ce qu'on appelle la réversibilité. Sur des individus radicalisés, c'est une non-réversibilité, c'est-à-dire que quand le chef du raid donne l'ordre d'assaut, on va jusqu'au bout de l'assaut, y compris si on a des blessés, donc on enjambe nos blessés, on va jusqu'au bout de l'assaut pour terminer l'affaire le plus vite possible et pour courir le moins de danger possible, parce que moi, mon but, en tant que chef du raid, c'est de sauver les otages, et à Vincennes, on a sauvé les 26 otages, tous les otages, on les a sauvés, et de perdre le moins d'hommes possible. Et moi, j'ai été chanceux, j'ai perdu aucun de mes hommes, j'ai eu des blessés légers qui sont tous bien remis de leurs blessures. Voilà la manière de faire. Et troisième temps, le temps doit jouer à notre avantage, on ne doit pas laisser le temps au preneur d'otages. Pourquoi? Parce que s'il a du temps, il tue les otages, de radicaliser je parle, il tue les otages, 2, il initie des explosifs, s'il y a des explosifs, 3, il se repose, 4, et ça c'est important aussi, il met sur les réseaux sociaux, il communique sur les réseaux sociaux et met les vidéos mortifères qu'il a pris, parce qu'il se filme tous aussi là-dessus. Et voilà, donc la manière d'intervenir, c'est ça. Et moi, quand j'arrive au raid, donc on fait cette analyse-là, et on se dit, c'est comme ça qu'on va intervenir. Et alors, une fois qu'on s'est dit ça, il faut à la fois le faire admettre par nos opérateurs, avec une prise de risque maximum, et le faire admettre surtout par nos décideurs. On ne négociera plus, c'est difficile. Alors, justement, vous ne négociez pas, j'imagine que ça va être très compliqué de comprendre qui on a en face de nous, puisque vous dites que vous avez entre 60 à 80 opérations de prise d'otages par an. Ça me paraît énorme, je trouve qu'on n'en parle pas. On parle que des scandales terroristes, etc. Pourtant, dans votre livre, vous dites le RAID, après une vaine tentative de négociation avec le terroriste de Magnanville à Bala, le RAID donnera l'assaut. C'est que vous commencez par négocier, puis vous vous rendez compte de qui vous avez en face de vous, et... Oui, alors effectivement, là, toute la difficulté du manager de l'équipe, puisqu'on va parler management, c'est-à-dire du chef du raid en l'occurrence, mais c'est quelque chose que l'on peut transposer dans du privé, dans des entreprises, dans d'autres organisations. Toute la difficulté du manager de l'équipe, c'est d'analyser la situation de crise dans laquelle il va évoluer, d'analyser le type de situation et de ne pas se tromper sur l'analyse de la situation. Là, les choses sont claires et largement différentes. Si on est en face d'un preneur d'otages traditionnel, je dis traditionnel, j'ai pas trouvé mieux comme terme, c'est un peu bizarre, mais bon, qui a des problèmes psychologiques, il faut savoir le reconnaître, et on va travailler sur des process d'intervention qui sont ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la prise de contact, la négociation, on casse la porte, réversibilité, on se planque derrière les boucliers, on essaye de reprendre le contact et on amène à la reddition dans 80-90% des cas. Mais si on est en face d'un individu radicalisé, non-négociation, assaut rapide jusqu'à la neutralisation. Donc il ne faut pas se tromper de cible, et ça c'est le rôle du stratège, c'est le rôle du manager, du top manager, de ne pas se tromper de cible et de savoir quels process ensuite sont employés là-dessus. Et donc la première des choses, c'est effectivement de reconnaître la situation. Pas évident. D'accord, et alors justement, vous parlez de reconnaître cette situation qui a commencé principalement avec Mera, mais ici vous parlez aussi de quelque chose de beaucoup plus ancien, du mars 96 à Roubaix. Moi j'en avais peu entendu parler, bon, j'étais jeune, et qui a... Pourquoi, selon vous... Ça passera. Hein. Ouais. Malheureusement. Ça apportera la sagesse ici. Pourquoi, selon vous, si ça c'était le début du radicalisme et qu'il aurait, à ce moment-là, fallu adapter les pratiques, pourquoi ça s'est pas fait? Pourquoi il a fallu attendre Mohamed Merah? Effectivement, en 96, le RAID intervient à Roubaix sur des gens qui au départ, enfin des truands,
malfaiteurs. Au départ, on pensait que c'était des truands, des malfaiteurs, des braqueurs. On fait plusieurs types de braquages, des braquages assez violents. Donc il y a le raid petit matin entoure le pavillon de Roubaix et tente d'intervenir. Et là, ils sont reçus à coups de Kalachnikov. Donc le raid riposte, ça va durer très longtemps, et le raid aura 5 blessés, dont un très très grave. Les 4, je sais plus si c'était 3 ou 4, je crois, les 4 personnes à l'intérieur, les 4 agresseurs, revenaient de Bosnie. C'était des Français radicalisés déjà, et périssent dans l'incendie du pavillon parce qu'il y a des grenades qui ont allumé un incendie. Donc voilà, plutôt que de sortir et de se rendre, donc ils ne se rendent pas. On a tous les ingrédients que je vous ai dit, hein, isolés, ils ne se rendent pas, périssent dans l'incendie du pavillon. On est en face pas des premiers radicalisés, des premiers individus radicalisés confrontés à la police. On est bien dans la situation effectivement que je vous ai dit. Et à l'époque, le président c'est Jacques Chirac et le ministre de l'Intérieur c'est Debré. Debré fait une déclaration merveilleuse en disant que c'est du droit commun. C'était des ordres qui venaient d'en haut. C'est-à-dire qu'à partir, pas à partir de cette époque-là, déjà à cette époque-là, on nie la réalité du radicalisme, de la radicalité de certains éléments. On nie cette réalité-là. Et ça va durer dans le temps. Et les facteurs de radicalisation vont s'accélérer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là. C'est quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, tout gouvernement confondu, a fait en sorte de ne pas s'attaquer de front à un problème qui nous a explosé la figure dans la Fermera. Voilà. Et après, on a été confronté à ce type d'individu radicalisé, avec une menace qui a été évolutive. En 2015, la menace, par exemple ce qui s'est passé à Bataclan et aux terrasses, c'est une menace de réseau, avec un réseau structuré et international qui nous a fait ça, ces attentats-là. Après, on a continué à les combattre de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur au Levant, avec nos armées et la coalition internationale. Et en réduisant Daesh au Levant, eh bien, la menace extérieure a peu à peu disparu, on en reparlera si vous voulez, mais c'est constitué une menace endogène, ce qu'on appelle chez nous. Compte tenu de tout ce terreau qui s'est mis en place, on a un potentiel endogène de passage à l'acte avec ce type d'individus radicalisés. Et avec des moyens, des fois qui sont sophistiqués, d'autres moyens qui sont low cost, petits moyens, et qui font des dégâts. Je vous donne un exemple. À Nice, l'individu s'est radicalisé en 4 jours. Il a loué un camion, ça lui a coûté 2200 €. Il a loué un camion, et en moins de 5 minutes ou 6 minutes, il a fait plus de 80 morts. Voilà. Donc peu de moyens. Celui qui a égorgé le prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray l'a fait avec un couteau céramique de cuisine. Voilà, on est là. Ça plombe. Oui. Pour revenir justement sur cette transition qui s'est opérée aujourd'hui, justement, vous avez mis en place ces nouvelles manières de faire. On sent également dans votre livre une certaine rancœur de l'ingérence des politiques qu'il y a pu avoir. Comment vous avez fait pour faire avec? Comment vous avez fait changer si les coutumes, les manières de faire ont changé? Comment ça s'est passé? Alors, rancœur des politiques, oui et non. Moi, je suis pas critique. Je l'étais pas. Je me signale que je l'étais pas avant d'être politique, hein, non plus. Je n'étais pas critique des hommes politiques. J'ai été critique de certains hommes politiques. Quand on ne reconnaît pas les choses et quand on ne les nomme pas,
comme l'exemple que je vous ai donné, on se heurte assez rapidement ensuite à la réalité. La réalité nous revient de plein fouet. Ou alors elle revient aux générations futures. Il en est de même d'ailleurs pour la dette accumulée en France. Ça revient aux générations futures. Petite parenthèse politique aussi. Voilà. Je suis là aussi pour distribuer quelques messages politiques. Alors, ah ouais, vous êtes porteur de notre avenir brillant. N'enregistre pas. Ça sera pas difficile. Peu importe. Moi, je prends de tout et voilà, peu importe. Donc du coup, certains hommes politiques ont nié la réalité, d'autres ont fait preuve de courage. Déjà un courage physique. Par exemple, sur l'affaire de la maternelle de Neuilly. Nicolas Sarkozy. Ouais, l'affaire de la maternelle de Neuilly. Humain de bombe et un type avec plein d'explosifs qui prend en otage plusieurs petits gosses. Nicolas Sarkozy, qui est maire de Neuilly-sur-Seine et ministre du budget de l'époque, vient avec le RAID négocier la sortie de plusieurs enfants. Dans une pièce qui est pleine d'explosifs, avec un type qui est prêt à appuyer sur le bouton. Alors, on dira par la suite, ouais, c'est politique, etc., il s'est fait briller là-dessus, peut-être, certes. Il faut quand même rentrer dans une pièce où il y a des explosifs partout. Moi, je connais des politiques maintenant qui n'y seraient pas allés. Ça, c'est clair. Ensuite, dans la même affaire, je vous signale aussi que l'institutrice a été remplacée par une capitaine des pompiers qui était volontaire. Donc, le changement d'otage, c'est inhabituel, ça se fait pas, c'est pas recommandé et c'est inhabituel, mais ça s'est déjà fait. Voilà, c'est pour l'affaire l'affaire de la semaine dernière. Mais effectivement, à un certain moment, on se heurte aux politiques. Dans l'affaire de Mohamed Merah, on est à une semaine du premier tour de l'élection de 2012. Le président de la République, c'est Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy dit au chef du RAID, enfin au directeur général qui dit au chef du RAID, mais au RAID qu'il connaît bien, depuis l'affaire de Neuilly, il dit prenez-le vivant, négociez. Donc il y a une ingérence dans la décision. Mais elle s'explique cette ingérence-là, parce que le RAID, comme je vous l'ai dit, à cette époque-là, il agit en négociant, il a l'habitude de stopper son assaut et de négocier. Donc c'est pas scandaleux en soi. Nicolas Sarkozy sait comment le RAID agit, et le RAID agit comme ça. Donc on lui dit de négocier, le RAID négocie. Sauf que ça sert à rien, au bout de 20 heures de négociation, Mohamed Merah charge et veut mourir, et meurt d'ailleurs sur intervention. Donc là, il y a une ingérence. Mais ce qu'il y a d'important, et ça on l'analyse aussi avec mon équipe de management du RAID en 2013, on l'analyse assez rapidement, et on se dit, on ne va plus négocier et on va faire un assaut continu, mais il ne faudrait pas que le politique nous dise non, vous n'êtes qu'opérationnel, calmez-vous, vous négociez. Parce qu'on sait qu'on ne sauvera pas de vie compte tenu de tout ce que je vous ai dit, de l'appétence à aller mourir du radicalisé, etc. Donc il faut que le politique soit informé de ça. Et ça tombe bien parce que Bernard Cazeneuve, qui vient d'être nommé ministre de l'Intérieur, commence une de ses premières visites par l'anniversaire du GIGN, et quelques jours après, le RAID, c'est le 13 janvier 2014, il passe au RAID. Au RAID, je lui dis tout ce que je vous ai dit là, et je lui dis que la bonne attitude, c'est de ne plus négocier, de faire un assaut continu, aller rapidement pour sauver le plus d'otages possible. Donc il a ça en tête. En plus, il est passé au GIGN quelques jours auparavant. Moi, je suis très copain, très pote avec le chef du GIGN, contrairement à ce que disent un certain nombre de personnes. Donc c'est un ami. On a la même idée là-dessus, la même manière de faire, et le GIGN lui a déjà dit ça. Donc il a deux sons de cloches identiques, et il se met ça dans la tête, on lui fait une démonstration, je lui passe des extraits de la négociation de Mohamed Merah qui sont plombants, on développe tout ça, et il me dit ok, c'est bon, j'ai compris, il vient tête à tête, c'est remarquable, j'ai compris, ok. Et 6 mois après, il arrive sur
sur les lieux où j'ai installé mon PC, mon poste de commandement face à l'hypercachère. Il arrive surtout, je lui dis on est dans la situation que je vous ai décrite. La seule solution, c'est l'assaut. Et il me dit, j'ai bien compris, je monte à la présidence. C'est le président qui a pris la décision d'assaut. Le Valls à côté de lui, il y avait ils n'ont pas planché. Analyser comment et de travail contre le terrorisme, ils ont fait tous montre de courage et d'ouverture d'esprit, et surtout, ils n'ont pas essayé de dissimuler la réalité des choses. Ceci dit, l'époque avait changé aussi. Et alors justement, vous parlez du GIGN, du RAID, c'est votre copain. Dans l'extérieur, est-ce qu'on peut entendre, on pourrait penser qu'il y a peut-être des tensions de territorialité. Quand vous arrivez, est-ce qu'il y a des tensions? Qui doit prendre le commandement? Est-ce que après votre passage ou pendant votre passage, ça a évolué? On sait que le GIGN, c'est plus à la campagne, etc. Pourtant, je crois que c'était en 2003, c'est le RAID qui a fait la capture de Yvan Colonna. Pourquoi pas le GIGN? Est-ce que c'est le premier arrivé sur les lieux? Est-ce que c'est toujours comme ça? Alors d'abord, on s'aime tous. La preuve, c'est que là, sur la photo, il y a écrit BRI. Vous auriez pu mettre un truc avec RAID. Et ça, c'est à Saint-Denis ou c'est sur la fin de l'opération, où le RAID était déjà intervenu. La BRI faisait les pourtours. Sur le relationnel entre les équipes et sur ce qui se passe, la manière dont c'est organisé, vous avez, pour faire clair et pour vous expliquer définitivement les choses, vous avez deux unités nationales d'intervention en France qui sont de niveau identique. Alors il y a autant de différences entre le GIGN et le RAID qu'entre le Coca-Cola et le Pepsi-Cola. Ou le Ricard et le pastis pour ceux qui sont plus festifs. Il n'y a pas de différence. Intervient en secteur gendarmerie. Le secteur gendarmerie, c'est quoi? C'est 80% du territoire, à peu près, peut-être un peu plus en comptant les Outre-mer. 80% du territoire métropolitain, mais 20 à 25% maximum de la population, et 25 à 30% des faits délictuels et des preneurs d'otages, etc. Et le RAID, qui intervient en secteur sur à peu près 20% de la surface du territoire national, et qui a 75% des faits délictueux, la majeure partie de la population, et la quasi-totalité des faits terroristes. Donc chacun intervient dans son secteur de compétences. Et samedi dernier, l'hypermarché, après, le Super U, c'était en secteur gendarmerie, c'est pour ça que le GIGN est intervenu. Les relations entre les uns et entre les autres sont... moi j'avais des relations amicales avec l'ensemble, le chef du GIGN. La BRIPP, elle intervient dans le secteur Paris Intramuros. Mais la BRIPP n'est pas une unité spécialisée dans l'intervention, c'est une unité qui fait du judiciaire, donc des surveillances, des filatures, des arrestations sur la voie publique, mais qui fait aussi de l'intervention. Et quand le RAID intervient sur Paris, c'est le RAID qui prend le commandement. À Vincennes, c'est moi qui ai pris le commandement à la fois sur le RAID et sur la BRI, dans une espèce de bannière qu'on appelle la FIPN, la Force d'intervention de la police nationale. Voilà, ça se complique un peu. Hein, Bon, retenez que je suis le chef de tout le monde. Avec un ego démesuré. Et alors justement, si vous dites qu'il y a autant de différences entre le Pepsi, les Coca et le GIGN et le RAID, pourquoi pas fusionner? Est-ce que c'est ce vers quoi on tend? C'est une excellente question. Et c'est une question qui m'a été posée quand j'étais le chef du RAID. Et quand j'ai été auditionné à la commission des lois suite aux attentats du Bataclan, puisqu'il y a une commission sur ces attentats-là qui était dirigée par Georges Fenech à l'époque. Et cette question m'a été posée.
RAID, GIGN, FIPN, GIPN, BRI, on s'y reconnaît pas. Et je lui ai dit, à Fenech, j'ai dit, bah, ça tombe bien, moi non plus. Donc si vous pouvez faire quelque chose. Je dis, mais ne nous arrêtons pas là à la question. Posons la question, est-ce qu'un pays comme la France, un pays démocratique comme la France, a besoin à la fois d'une gendarmerie et d'une police nationale? Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a 3 forces de police. La gendarmerie nationale, la police nationale, il y a un truc merveilleux qui s'appelle la préfecture de police, qui fait de la police, mais qui ne dépend pas du directeur général de la police nationale. On a trois espèces de trucs qui font le même job. Parce que les gendarmes font à 99,99% du travail de policier. La preuve, c'est qu'ils viennent de sortir une très belle affaire aujourd'hui avec le... Donc voilà. Alors comment faire? Je leur dis, mais peut-être se pencher sur police et gendarmerie. Mais j'ai dit, mais si... Donc, pour les groupes d'intervention, on a 2 solutions. Soit la fusion du RAID et du GIGN, mais ça ne se fera pas parce que c'est injuste historiquement de faire disparaître l'une ou l'autre des unités. C'est injuste historiquement par rapport au boulot qui a été fait. Et c'est pas porteur politiquement. Parce qu'à un certain moment, si vous fusionnez le RAID et le GIGN, il y aura bien quelqu'un, quand il va y avoir un attentat comme il y a eu la semaine dernière, il y aura bien quelqu'un qui va vous le reprocher. C'est vrai qu'on ne nous a rien reproché là, jusqu'à présent. Pas grand-chose. Peut-être un tout petit peu d'état d'urgence et de ne pas avoir créé Guantanamo. Voilà. Mais bon, à part ça, pas grand-chose quand même. Hein. Comme si l'état d'urgence nous avait protégés. C'est en politique, d'accord? Comme si l'état d'urgence nous avait protégés des attentats terroristes pendant qu'on était en état d'urgence il y a quelque temps, et comme si Guantanamo avait protégé les Américains des attentats terroristes. Donc, on ne peut pas fusionner ces 2 unités parce que d'abord elles ne l'ont pas mérité, ça ne serait pas juste, et parce que ça serait politiquement casse-gueule. Mais on peut faire mieux que ce qu'on fait maintenant. On peut faire une coordination réelle. L'armée l'a fait. Sur ces forces spéciales, l'armée, comme à un certain moment c'était un peu... voilà, c'est parti dans tous les sens, l'armée a créé le COS, le commandement des opérations spéciales. C'est-à-dire des gens qui sont au-dessus et qui ont pris le commandement des forces spéciales. Les forces d'intervention du ministère intérieur national, GIGN et RAID, et mettre au-dessus un commandement mixte, policiers et gendarmes, alterner, celui qui prendrait le commandement au bout de 2 ans, 3 ans, on sait rien. Voilà, on change de manière à ce qu'il n'y ait pas que tout le monde puisse commander ça, avec la distribution des missions, et il y en a beaucoup, parce qu'il y a toutes les missions que vous connaissez, plus celles que vous ne connaissez pas, la distribution des missions aux uns et aux autres en fonction de la proximité, en fonction d'un certain nombre de critères, d'un tour de permanence, etc. Et peut-être aussi plus de cohésion dans le matériel acheté, parce qu'à un certain moment, il faut le reconnaître, c'était un peu la course au matériel, et le matériel coûte très cher, donc peut-être un peu plus de cohésion sur le matériel acheté, pour ne pas faire double emploi avec l'autre qui a le même matériel. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai défendu déjà en tant que chef de que je défends en tant que député. J'ai été rapporteur spécial du budget police-gendarmerie, je l'ai défendu à il y en a 30. Ça va se faire. Merci. J'aimerais passer maintenant sur l'aspect management. Vous êtes arrivé dans une unité d'élite qui avait des expériences ancrées. Et vous le dites dans le livre d'ailleurs, une vraie expérience de manager que vous avez eu à opérer avec justement ce changement dont vous parliez précédemment. Comment est-ce que vous avez fait avec des personnes quand même qui, je pense, sont l'élite de la commune, qui ont une certaine fierté? Comment est-ce que vous avez fait pour justement les faire évoluer, faire changer les habitudes? Ça peut nous servir à nous dans le management. Oui, bien sûr. Vous, en tant que futur manager, c'est quelque chose d'important. D'abord, on ne manage plus on manage plus, ne serait-ce qu'une unité d'élite de la police nationale ou de l'armée ou de la gendarmerie, on ne les manage plus de la même manière qu'on les manageait il y a 5 ans.
Le management a beaucoup évolué. Et vous, vous allez arriver dans une période où votre management, vous allez le faire évoluer sur votre carrière. Voilà. L'évolution du management, c'est important, c'est pas figé. Et ça repose, en tout cas, pas sur la... Ça repose aussi sur la hiérarchie, mais pas que sur la hiérarchie, bien évidemment. Alors sur le management, quand on arrive et qu'on prend une unité d'élite comme le RAID, avec une certaine expérience de la vie policière, que n'ont pas les gens qui sont RAID depuis 15 ans, puisqu'ils ne se sont pas frottés à d'autres trucs, donc ça fait une expérience supplémentaire. Il convient d'abord de commencer toujours par une analyse de votre entourage et une analyse de... Là, j'ai commencé par une analyse de la menace. Dans une entreprise digne de ce nom, on appellerait ça éventuellement une analyse des marchés, une analyse du périmètre, etc. Donc une analyse de la menace, savoir comment cette menace évolue. Et en fonction de cette menace qui évolue, il faut travailler sur peut-être c'est un business plan, mais en tout cas un projet de service. Au RAID, j'ai travaillé sur un projet de service et j'ai travaillé avec mon équipe de management, avec mon équipe directe, mon premier cercle, qui était composé de 5 personnes. Et on doit pouvoir avoir des solutions innovantes pour travailler sur nos problèmes à nous. Alors, les problèmes, ils sont simples, je vous ai expliqué comment intervenir sur un individu radicalisé. Et comment ne pas utiliser les process d'avance, c'est-à-dire la négociation, etc. Comment intervenir avec de nouveaux process. Et une fois que vous avez défini ce projet de service, eh bien, là on rentre dans le poil dur. Première chose, il faut faire en sorte que votre N+1, N+2, le ministre en l'occurrence, mais ça je vous l'ai déjà décrit, soit apprivoisé à votre nouvelle manière de faire. Il faut qu'il accepte. Si vous avez un chef qui n'accepte pas le truc, vous aurez beau mettre en place des dispositifs, et ben on va il faut qu'il accepte. Mais il faut que vous faire, pour qu'il accepte, que vous fassiez passer votre idée en tant qu'opérationnel, en tant que personne de l'art, il faut qu'il arrive à vous percevoir comme ça. Ça, c'est déjà un bon boulot. Mais là, vous n'avez qu'une seule personne à convaincre. Et ensuite, il va falloir convaincre ceux qui sont les opérateurs du RAID, ceux qui sont derrière le bouclier, qui sont en cagoule et qui sont chargés d'intervenir, et qui, au premier rang desquels, qui exposent le plus leur vie. Il va falloir qu'ils acceptent ça aussi. Mais ils l'accepteront que si vous l'expliquez correctement. Et à un certain moment, il faut les faire participer. C'est-à-dire, la prochaine fois, on va faire comme ça, on va pas négocier et on va aller vite. Une fois que je donne l'ordre d'assaut, il faut aller vite. Comment faites-moi évoluer vos process d'intervention pour aller dans le sens où je dis. Et ça, c'est à eux de le faire. Ils font évoluer leur process d'intervention. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle dans les sections d'intervention le drill, les exercices. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre en ambiance, il y a des camps exprès d'entraînement, donc ils vont se mettre dans l'ambiance, ils vont construire un scénario d'individu radicalisé avec des otages, et ils vont travailler sur l'exercice, ils vont se mettre dans le rouge, c'est-à-dire dans les situations importantes, où ils vont faire des tas de fausses de conneries, si vous voulez, voilà, pour pouvoir ensuite se corriger, faire un rétex, un retour d'expérience, tous ensemble, se corriger sur le truc, recommencer l'exercice, etc., de manière à acquérir cette manière de faire. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas du tout fini le job, parce que ça, vous le faites par temps calme, en prévoyant la crise. C'est ce qu'on appelle un management de cœur. On a le temps, on explique, ils font, ça remonte, ça redescend, on corrige, etc. Voilà. Pour faire ce management de cœur, il vous faut des qualités, il vous faut développer des qualités personnelles que tout le monde a en soi, plus ou moins, et qu'il va falloir développer. L'empathie. Quand on parle à des gars, et quand on parle aux autres d'ailleurs aussi, il faut être empathique. Empathique, c'est une qualité, c'est comment reconnaître en face de vous les sentiments et la sensibilité de la personne. C'est pas pour autant que vous allez porter son sac à dos, mais vous le comprenez mieux. Et lui va voir qu'il a un interlocuteur valable. Pour le commandement et pour le management, je vous assure, c'est important. Alors le but, c'est de l'empathie, c'est pas être faux cul, hein. C'est pas dire ouais, t'as raison, et puis faire le contraire. L'empathie, c'est de bien écouter. Pas
empathie, pathos, du grec, des sentiments. C'est pas l'apathie, c'est pas l'antipathie, c'est pas la sympathie, c'est l'empathie. Et ensuite, il faut que vous soyez exemplaire. Exemplaire, ça ne veut pas dire que vous devez faire le travail de l'autre. Il faut que vous vous situiez au bon niveau. Si vous êtes manager, vous êtes au niveau de la stratégie. Si vous êtes, surtout si vous êtes top manager. Si vous n'êtes pas manager, vous êtes au niveau de la tactique. Mais l'un et l'autre, c'est quelque chose d'important. Mais le tacticien ne doit pas prendre la place du stratège. Donc il faut travailler là-dessus aussi. Et ensuite, il faut travailler... Alors l'exemplarité, c'est pas prendre le boulot de l'autre, c'est bien être à sa place, c'est de pas croire qu'on est meilleur que l'autre. Je vous donne un petit exemple. En 98, on a gagné la Coupe du Monde de foot. Moi, c'est le seul truc que je retiens, je ne suis pas très foot, je suis plutôt bravo le loup d'ailleurs. Merci. Donc, on a gagné la Coupe du Monde de foot avec un... Vous vous rappelez du nom de l'entraîneur, c'était Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, c'était un joueur de première division, largement moyen, il est allé 2 fois en équipe de France, il s'est relâché. La deuxième fois, on a dit on ne peut plus te voir, dégage, parce que tu as 2 pieds gauche. Aimé Jacquet, c'était un joueur de foot moyen. C'est le seul qui nous a amené à la Coupe du Monde. À remporter la Coupe du Monde. Alors peut-être que le prochain, qui a été un bon joueur de foot, nous amènera aussi à la Coupe du Monde. Mais lui, en tout cas, c'est le seul. Mais il n'a pas pris la place des joueurs. Lui, il s'est mis à sa place de stratège. C'est ça qui est important. Il faut avoir aucun complexe, il faut connaître le boulot des gars que vous avez sous votre autorité, mais il ne faut pas prétendre savoir le faire mieux qu'eux. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, il faut savoir aussi, j'accélère un peu là-dessus, que au RAID, comme ailleurs, vous avez les manières de faire traditionnelles, c'est-à-dire la résistance au changement qui est énorme. Il y a une résistance au changement de tout le monde, tous, chacun d'entre nous. Il faut se remettre en cause et c'est difficile. Mais la résistance au changement, quand vous devez sauver des otages, là vous avez intérêt à rentrer dedans. Vous avez entendu parler, vous avez entendu ces phrases, on n'a jamais fait comme ça ne marchera jamais, etc. etc. Bon, ça c'est des phrases qui traduisent une résistance au changement, une zone de confort importante. La prise de risque est importante, y compris une prise de risque qui mène à l'échec. L'échec en France, enfin ça commence à changer, mais l'échec est mal vu. En réalité, l'échec c'est un diplôme. Au fur et à mesure que vous avez des échecs, je pense qu'on doit vous l'apprendre ici, vous transcendez ça et ça vous permet d'aller au-delà et d'en tirer les conséquences. Donc voilà, tout ça, il faut arriver à l'inculquer à vos hommes. Donc, management de cœur. Et quand vous êtes devant la porte de l'hypercacher, que vous ordonnez l'assaut, c'est vous, chef du RAID, qui êtes responsable du truc. Et ça vous arrivera à un certain moment. Vous avez une décision à prendre qui demande non seulement la connaissance totale de votre job, totale, avec vos process d'intervention traditionnels, mais aussi, dans un pourcentage des cas, du flair, de l'instinct, la nécessité de prendre une décision. Décisio du latin trancher, la liberté de trancher. Et c'est ça qui paralyse tout le monde. Eh bien, il ne faut pas être paralysé, il faut trancher. Et donc, face à la porte de l'hypercachère, quand j'ai ordonné l'assaut, c'était immédiatement de suite. Et là, on passe d'un management de cœur à un commandement de guerre. Clémenceau disait, qui s'y connaissait en crise, disait, en situation de crise, pour prendre une décision, il faut être un nombre impair et pas plus de 2. Merci. J'ai maintenant une autre question. Et là, je voulais faire le parallèle un petit peu avec l'EM Lyon, parce que vous avez vécu une situation un petit peu similaire. Vous allez comprendre. Vous avez fait une opération de fusion-acquisition avec le RAID. Vous avez intégré, absorbé le GIPN. Et comme nous avons intégré le SC Saint-Étienne. Et vous avez eu beaucoup de détracteurs, les mêmes détracteurs qu'on a ici aujourd'hui, qui disent voilà, vous allez faire grossir le RAID, vous allez réduire cet élitisme, vous allez étalonner par le bas. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça sera pareil pour nous? Alors, il y avait effectivement les GIPN que j'ai commandés de 94 à 97. Les GIPN, il y en avait plusieurs. Les groupes d'intervention de la police nationale, c'est des petits groupes de 25 personnes
qui interviennent avec le même équipement que le RAID, qui interviennent, mais ils sont que 25. Des équipes très soudées et qui sont installées dans les principales villes de France, Lille, Strasbourg, Lyon, etc., etc. Il y en avait 7 à l'époque en 2015 et on en a créé 3 autres. Et le RAID les a absorbés en 2015. Et moi, quand je suis arrivé au RAID en 2013, ma nomination, c'était aussi dans ce but, c'était de faire évoluer l'outil et faire en sorte d'intégrer ces groupes d'intervention de la police nationale au RAID. C'est-à-dire qu'on avait un RAID central important, imposant, qui est à Bièvre, 180 opérateurs de terrain, plus 65 ou 70 personnes en appui arrière sur l'ARH, sur le budget, etc. Donc 180 opérateurs de terrain, et on récupérait les 7 GIPN de 25 personnes opérateurs de terrain, plus 3 de 25 personnes qu'on a créées après. Donc ça a augmenté d'autant le pouvoir d'impact du RAID, et c'était nécessaire. Là aussi, ça faisait partie de la réflexion pour combattre la menace des individus radicalisés. On était parti sur quelque chose de simple. Pour combattre la menace d'individus radicalisés, il faut intervenir au plus rapide. Et au plus rapide, il faut être implanté sur le terrain. Il faut être implanté sur le terrain parce qu'en étant implanté sur le terrain, on peut arriver par voie terrestre, et c'est important parce qu'on a du matériel lourd à amener, on peut intervenir par voie terrestre à un maximum 2 heures de l'endroit le plus éloigné d'une zone. Voilà. Ensuite, on fait monter en puissance et on est renforcé par les autres. Mais la première unité d'intervention est à moins de 2 heures de l'endroit le plus éloigné, et en général moins d'un quart d'heure de l'endroit le plus éloigné. Sur l'affaire de Carcassonne, le week-end dernier, le RAID de Toulouse, puisqu'il y a un terrain à Toulouse, et le RAID de Montpellier sont arrivés très très vite en renfort. Ils se sont positionnés sur Carcassonne au cas où. Ils sont arrivés très vite. Donc c'était important. D'où l'importance d'absorber ces GIPN, groupe d'intervention de la police nationale, qui appartenaient à une autre direction, qui s'appelle la sécurité publique. Donc je les ai récupérés pour l'euro symbolique, il valait plus que ça, mais dans l'administration on n'a pas d'argent. Ça faisait quand même quelques temps qu'ils s'entraînaient avec le RAID, avec les mêmes procès d'intervention, qu'ils étaient équipés de la même manière et qu'ils étaient recrutés, pareil, sur un recrutement commun. Donc là, tout était prêt pour les absorber. Donc on a accéléré la fusion-acquisition, on les a absorbés, et on s'est trouvé face à un beau potentiel d'intervention qui nous a permis d'intervenir, et à tel point que les Espagnols et les Italiens sont en train de développer le même système. Et le GIGN, qui était une unité centrale, a développé aussi le même système avec des antennes, c'est l'antenne de Toulouse aussi qui est intervenue sur le GIGN, voilà, avec des antennes. Mais ça n'a pas été évident, parce que les gens qui étaient au RAID, qui avaient l'appellation RAID, qui avaient la cagoule noire qui attire la gloire, qui attire les filles, qui attire la télé, etc., bien qu'ils soient tous cagoulés, donc ça ne sert pas à grand-chose, eh bien certains n'acceptaient pas de ça, donc disaient qu'on va absorber des gens qui ne sont pas à niveau. Sauf qu'ils étaient largement à niveau, puisque c'était le même type de truc, mais il faut là aussi lutter contre les mentalités, et lutter contre un phénomène de grosse tête et d'égoïsme sur ce type-là. Donc oui, vous avez réussi votre... Bien sûr. Il faudra faire vite, car il ne reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais bien revenir un petit peu sur votre rôle de député actuellement. En l'occurrence, vous exhortez dans la presse à la non-banalisation de la violence envers les policiers, donc vraiment la relation avec les forces de l'ordre dans un contexte plus politique, et notamment après l'agression de 2 policiers après le 1er janvier. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette défiance vis-à-vis des forces de l'ordre aujourd'hui, et surtout comment éviter justement cette banalisation de cette violence envers ces forces de l'ordre? Non, je ne pense pas qu'il y ait une banalisation de la violence. Je ne pense pas qu'il y ait une défiance envers les forces de l'ordre. Je pense que cette critique des forces de l'ordre, cette défiance, on l'entend beaucoup. Plus que ce que pensent 80% des Français, puisqu'il y a eu un sondage là-dessus, c'est-à-dire qu'ils aiment leur police et leur gendarmerie. Et je pense que ce pourcentage ne va faire qu'augmenter après l'acte héroïque du colonel Beltrame, à qui je veux rendre officiellement hommage ici. C'est un acte terrible et héroïque. On entend plus
en général les gens qui s'opposent, mais c'est un phénomène général. Spinoza parlait des patients tristes, des trucs qui nous font reculer, ou qui nous font stopper. On est plus enclin à critiquer qu'à construire. Or, c'est de la construction que naissent les choses. Donc là là c'est pareil sur la critique aux flics et aux gendarmes. On entend les gens qui vont s'exprimer. Et en général, les grandes gueules, c'est les critiques. C'est comme ça. C'est plus vendeur, c'est plus porteur. Maintenant, il y a des progrès à faire sur les interventions, il y a des progrès à faire sur le relationnel. La fameuse empathie dont je parlais, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être complètement obligatoire dans le cadre de la police de sécurité au quotidien, puisqu'on demande du contact avec la population. Et le contact avec la population, il va se faire au travers de l'empathie. Il faut des gens qui soient proches pour le contact, quoi. On ne va pas prendre un jeune qui sort de l'école de police, qui rêve de play de boss, d'aller au raid, d'aller dans les bacs pour faire du travail de police de sécurité au quotidien. On va prendre quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles, qui est plus formé, etc. D'un point de vue peut-être un petit peu plus législatif, vous avez été investigué par Gérard Collomb d'une mission parlementaire qui est de créer un continuum de sécurité, donc c'est-à-dire une coopération plus étroite entre les services publics de sécurité et les services privés, avec une plus municipale aussi, avec mademoiselle Taureau, il me semble avocate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste, quelles sont les avancées aujourd'hui, éventuellement aussi évoquer vos hypothétiques projets de loi sur l'allègement de la procédure pénale qui aujourd'hui est très lourde, et donc tout ce que vous pouvez faire vis-à-vis de l'Assemblée aujourd'hui. Bon, je vais accélérer parce que c'est tendu là. C'est pas tendu, c'est un sujet important. Les deux sujets sont importants. La mission, ça consiste à se rendre compte, et je pense que tout le monde s'en rend compte, mais à le mentionner par deux parlementaires, le fait que la sécurité est maintenant une sécurité globale. C'est-à-dire vous avez des services de police régaliens, police gendarmerie, qui peuvent s'améliorer d'ailleurs, on l'a dit, qui font de la sécurité, mais vous avez des polices municipales importantes, on a visité celle de Lyon, elle est extraordinaire, qui font de la sécurité, et on a des services privés de sécurité. Alors les services privés qui travaillent dans la sécurité, il y a des grands domaines d'expertise, il y a des transporteurs de fonds qui ont un domaine d'expertise extraordinaire. Quand vous passez à l'aéroport, que vous enlevez votre ceinture, vos chaussures, vos lacets, votre slip, tout ça, c'est des gens de la sécurité privée qui font ça. Avant, c'était des gens de la police aux frontières, donc on a récupéré des fonctionnaires là-dessus. Et c'est très bien fait parce qu'il y a des cahiers de charges très bien faits, il y a des amendes importantes. On a donc des compétences qui sont extraordinaires. Dans le domaine de la cybercriminalité, la lutte contre la protection des entreprises et des administrations et des ministères sur les cyberattaques, l'expertise est en général plus importante dans le privé que dans le public. Donc on a renversé la charge de la preuve. Donc c'est des trucs importants. Après, ce qu'il faut voir, c'est dans le domaine de la sécurité physique, comment upgrader ce domaine-là, parce qu'il y a quelques problèmes là-dessus, comment le contrôler, parce qu'on le fera sous le contrôle de l'État, et comment mieux le former, pour prendre éventuellement quelques missions qui vont décharger les forces de l'ordre. Alors je ne vais pas vous dire les conclusions d'une mission qui doit continuer jusqu'à la fin du mois de juin, d'abord parce qu'elle n'est pas finie, et puis qu'ensuite on réservera avec Alice Toureau nos conclusions au Premier ministre qui nous a nommés. Mais il y a des pistes d'attaque. Il y a je sais pas, des protections bâtimentaires, des bâtiments publics à faire peut-être, des escortes de détenus qui sont hospitalisés et qui sont pas à dangerosité moyenne, etc., etc. On va voir, et on va se déplacer en Espagne et dans d'autres pays sans doute pour voir comment eux qui ont de l'avance là-dessus.
Sur la réforme de la procédure pénale et la loi sur la procédure pénale, c'est un des 5 volets de la transformation du ministère de la Justice. Le but, vous l'avez compris, c'est d'avoir un meilleur, pour le coup, continuum de sécurité globale entre police, gendarmerie, les enquêteurs, la justice, les juges qui prononcent les peines et ceux qui mettent en place les peines. La procédure pénale, c'est une procédure, c'est quelque chose d'important. On est en France dans une procédure de droit écrit, de droit latin, de droit inquisitoire, par rapport à nos homologues du nord de l'Europe, qui sont dans l'Europe actuellement, qui ont, eux, une procédure de droit oral, mais qui sont majoritaires en Europe et qui nous ont rajouté des procédures de plus en plus importantes, qui se sont surajoutées. C'est-à-dire que nous, on cumule, dans le sud de l'Europe, on cumule les inconvénients des 2 procédures. Et ce qui fait qu'on est arrivé aujourd'hui à 1 heure de travail de terrain correspond à 6 heures de travail derrière l'ordinateur. 1 heure de travail derrière le terrain, 6 heures derrière l'ordinateur, avec des procédures papier qui montent jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on détruit des forêts chaque jour, la police nationale, travail peu numérisé. Donc il faut évoluer là-dessus, il faut évoluer sur les règles procédurales, mais en gardant les garanties de liberté publique, droit à la défense, etc. Mais il y a plein de domaines d'évolution, et ça c'est quelque chose qu'attendent policiers et gendarmes, officiers de police judiciaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les policiers et gendarmes ont déserté le domaine judiciaire, et on ne trouve pas dans les demandes de mutation, on trouve de moins en moins d'officiers et de gendarmes qui vont dans le secteur de l'enquête judiciaire. Et c'est dramatique parce que même la brigade de Maigret, la brigade criminelle de Paris, ne trouve pas les enquêteurs qu'elle doit trouver. Et si on continue à ne pas trouver les enquêteurs, tout s'arrête. Parce que la cheville ouvrière de la procédure pénale, c'est le flic et c'est le gendarme. Voilà. Voilà. Très bien. Nous allons passer certainement aux questions du public tout de suite. Il vous suffira de lever la main et le micro passera dans la main. J'ai juste une question. Vous avez parlé, vous avez abordé le sujet de l'état d'urgence et vous avez semblé dire que l'état d'urgence n'avait pas d'effet et d'impact direct sur la criminalité et le terrorisme. Du coup, pourquoi est-ce qu'il est prolongé et pourquoi il est maintenu? Ouais, mais l'état d'urgence, il n'est pas prolongé, on l'a arrêté. Pourquoi il était prolongé, maintenu? Pourquoi il a été prolongé avant, c'est ça? Oui, voilà. D'accord, excusez-moi, je n'ai pas compris. L'état d'urgence a été déclenché après le Bataclan. Jusque-là, ça me semble logique, et donc on est passé dans un état d'urgence. Il devrait, si vous en rappelez bien, l'allocution du 13 juillet 2016 à midi du président de la République, François Hollande, il a dit on va arrêter l'état d'urgence. Et il y a eu Nice. Bon, bien sûr que l'état d'urgence n'a pas été arrêté. Il a été prolongé. Et il a été prolongé 6 fois. Il a été prolongé pour donner des moyens aux policiers et aux gendarmes, et pouvoir administratif au préfet, d'intervenir plus rapidement. Parce que ces moyens n'existaient pas avant dans la loi. Quand notre majorité a arrêté l'état d'urgence, on l'a remplacé, on ne l'a pas arrêté avant que de le remplacer par une loi qui reprend des outils qui étaient dans cet état d'urgence. Pour moi, en tant qu'ancien flic, un des outils les plus importants qu'on avait dans l'état d'urgence, c'est les perquisitions administratives. Ces perquisitions administratives ont été reprises dans la loi sous forme de visites domiciliaires administratives. Donc on a cet outil-là, on l'a gardé cet outil. Donc l'état d'urgence, on n'en a plus besoin. Et l'état d'urgence, tout à l'heure, ce que j'ai dit, et ça aussi c'est pour répondre politiquement à ce qui se dit actuellement, sans critique outre mesure, c'est que pendant l'état d'urgence, on a eu des attentats. On a eu plein d'attentats. L'état d'urgence ne nous garantit pas des attentats, parce que la menace est importante. Mais on a déjoué des attentats aussi, avec l'état d'urgence et sans l'état d'urgence, et avec la nouvelle loi. Le problème, c'est que les outils législatifs qu'on a mis à disposition des services
ne sont pas utilisés à plein régime. Je souhaiterais, moi, à titre personnel, mais je l'ai dit à les médias, c'est pour ça que je vous le redis, mais je sais que ça restera entre nous. Mais j'ai déjà dit aux médias. Je souhaiterais, à titre personnel, que les services de renseignement, de police, de gendarmerie s'emparent de cette visite domiciliaire pour aller purger un certain nombre d'individus éventuellement fichés S, mais qui ne sont pas actifs. Il est évidemment pas question de travailler sur des types sur lesquels on travaille judiciairement, qu'on est en train de suivre, qui ne sont pas au courant. Il n'est pas question d'aller, évidemment, les taper, cela. Taper, ça veut dire faire une perquisition. C'est du terme politique. Il va falloir que je prenne un nouveau vocabulaire politique. Il est question que les services s'emparent de visites domiciliaires, donnent des objectifs aux préfets, que les préfets s'en emparent aussi, et fassent des opérations de ce type-là pour purger des cibles qui sont pour l'instant pas actives, pour savoir où on en est, aller chez eux. Bien qu'on ait été hier, bien que la loi ait été partiellement censurée par le Conseil d'État sur les perquisitions administratives, sur les visites administratives, demeure la possibilité de saisir tout ce qui est numérique. Et ça, c'est vachement important. Donc, il faut aller le faire. Il faut le faire là-dessus. Il faut le faire. Tu as répondu ? Oui, merci. Bonjour monsieur. Avec la défaite de l'État islamique justement en Syrie et en Irak, se pose aussi la question du retour des djihadistes français sur le territoire français. Puisqu'on ne peut pas non plus les empêcher de rentrer en France, comment... Non, enfin, je sais pas... Bon. Mais comment, justement, comment faire pour contrer cette menace, justement, avec ces djihadistes français qui sont justement près de retour dans la société française? Comment combattre, justement, le retour des djihadistes? C'est une très bonne question. Je vous ai dit tout à l'heure que ces djihadistes-là, leur credo, c'est de rechercher la mort en combattant. À la fois sur le sol national, mais aussi sur le théâtre extérieur d'une opération, c'est-à-dire au Levant. Et ben c'est ce que certains ont fait, quoi. Je veux dire, beaucoup ont trouvé la mort et donc ne reviendront pas par définition. Donc, en fait, le retour des djihadistes, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est un problème qui est très sérieux, très particulier. Donc, on fait la publicité au travers de quelques femmes qui veulent revenir. Pas plus. Donc il faut essayer de trouver une solution à ce problème-là. Le gouvernement a pris une position être jugé par ces pays-là. On interviendra s'ils sont condamnés à mort, puisqu'on s'oppose à la condamnation à mort, on interviendra une fois que la sentence, si sentence il y a. Donc pour le reste, s'il y a des problèmes un peu plus particuliers, on va intervenir au cas par cas. Et il n'y a pas de solution globale à cette affaire-là, qui est une affaire très difficile à manager, au cas par cas. Moi, je ne peux pas aller au-delà de ce que je vous ai dit là. Pourquoi? Parce que je ne serai pas honnête avec moi-même, et surtout, je ne serai pas honnête avec ce que j'ai vécu. Je suis rentré au Bataclan, j'ai vu ce que j'ai vu. Le retour des étrangers djihadistes, on va le traiter comme ça, et je pense que c'est le maximum que ce qu'on puisse faire. À un certain moment, tout le monde a fait des choix dans la vie. Si on fait des choix de combattre le pays dans lequel on est né, si on fait le choix de combattre un pays démocratique comme la France, dont les valeurs sont des valeurs de démocratie, sont des valeurs d'égalité, sont des valeurs d'inclusion des uns et des autres, de mélange de cultures, sont des valeurs d'égalité d'hommes et de la femme. Si on fait le choix de combattre ça, eh bien on fait le choix jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce qu'il y a d'important, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on partage tous maintenant,
et surtout, encore plus, après l'attitude héroïque du colonel Beltrame, il faut qu'on partage ces valeurs. Ces valeurs, c'est notre tronc commun, c'est notre pot commun, à tous, aux uns et aux autres, à tous ceux qui sont français, à tous ceux qui vivent, qui ne sont pas français, mais qui vivent en France en respectant nos règles républicaines, en vivant leur spiritualité, leur religion de la manière dont ils veulent les vivre, mais en respectant nos règles républicaines. Ça, c'est quelque chose d'important. On est malheureusement pressé par le temps, donc on va prendre une toute dernière question. Voilà, il y a une question que je me pose et que je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Ça concerne lors de l'échange entre le gendarme et l'otage. Il s'avère que, d'après ce que j'ai entendu, qu'il a laissé un portable à disposition pour enregistrer un certain nombre de choses. Je me suis dit, mais pourquoi il n'avait pas une arme avec lui quelque part de caché, voilà. Enfin, c'est une question que j'ai jamais su trouver de réponse, parce que je me suis dit, c'est qu'on ne veut pas. Bon, vous voyez un peu l'idée. Et puis, deuxième chose, vous, en tant que. Est-ce que vous êtes un observateur comme tout un chacun, ou est-ce qu'on vous demande, disons, un avis, vu que vous êtes un observateur de un peu plus loin, quoi, de ce qui s'est passé, est-ce que ils essayent après d'analyser, etc. Enfin, voilà. Merci. D'accord. Sur la première question, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que je n'étais pas sur place. Et parce que, donc je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, et parce que ce que je sais, et je le sais, je l'ai appris de Vincennes, Vincennes, on a sauvé tous les otages, 26 otages, et c'est une grande fierté, avec mes hommes et moi-même. Mais ce que je sais en étant chef du dispositif de Vincennes, c'est que, et ça c'est peut-être aussi une leçon de management, je ne sais pas, c'est que la différence entre la réussite totale et Vincennes, ça a été une réussite totale. Je n'oublie pas les otages qui ont été tués avant, les 4 otages, bien évidemment. Mais Vincennes, moi j'avais à résoudre l'équation de la vie de 26 personnes et ramener les hommes chez eux. Entre le succès total d'une opération comme ça et l'échec total que ça aurait pu être si jamais il y a eu le moindre problème, la porte qui ne s'ouvre pas, l'explosif qui ne se déclenche pas, etc. Entre le succès total et l'échec total, il n'y a pas la place d'une feuille de papier. Entre le succès total et l'échec total, il n'y a pas la place d'une feuille de papier. Donc, il faut être très modeste sur ces succès, très très modeste. Et il faut surtout pas se mettre à la place des gens qui interviennent dans des affaires dont on ne connaît pas la teneur, on ne sait pas comment ça s'est déroulé. Et je ne peux pas vous dire. Voilà. Je pense que Arnaud Beltrame, enfin je pense pas, j'en suis sûr, a fait ce que lui commandait son courage, lui commandait son cœur, lui commandait son âme, lui commandait ces valeurs républicaines dont je viens vous parler, lui commandait l'ensemble de ces valeurs-là, et l'amour de son pays, de son drapeau, et de la gendarmerie et des forces de sécurité. Donc voilà. Et ce qu'il a fait, c'est le meilleur de ce qu'il puisse faire. C'est un héros de la nation. Maintenant, sur la deuxième question, oui, je donne des avis, je parle beaucoup, avec le ministre de l'Intérieur en particulier, mais aussi avec d'autres. Et voilà. Voilà, merci à tous d'être venus, c'est la fin de cette conférence exceptionnellement un peu plus courte que d'habitude. Merci Monsieur Fauvert d'être venu, d'avoir essayé de se parler vrai, si vous voulez, même si c'est des termes policiers, c'est comme ça que ça nous parle le plus, et d'avoir une discussion vraiment sincère avec vous. Je pense que vous avez l'admiration de tous les gens dans l'amphithéâtre. Je voudrais juste vous demander de partir assez rapidement, car une équipe de journalistes attend. Et donc merci encore à tous pour votre venue.